Bonjour à toutes et tous. Vous êtes déjà 155 et le compteur continue de grimper à nous rejoindre pour ce septième ou huitième e-café du printemps de l'économie pendant cette période de confinement, déconfinement. Et pour ce e-café consacré à l'école comme celui d'après-demain, jeudi, avec l'INSEC, est également consacré à l'école. Donc on est ravis de vous avoir parmi nous et on est ravis d'avoir Marie Duru-Bellat. Parmi les connectés, il y a beaucoup de professeurs de SES, donc tout professeur de SES connaît les travaux de Marie Duru-Bellat qui sont enseignés dans nos cours, puisqu'on a une thématique de l'école dans la partie sociologique du programme. Donc, on est ravis de vous entendre et on aura Philippe Vattrelot dans le rôle de répondant, qui est formateur à l'ESP Paris. Un SP maintenant. Ah oui, oui, effectivement, ça a changé. Ça change. Ça change beaucoup, oui. Et donc, qui est parmi nous. Et donc, c'est un vrai plaisir. Donc, je vous souhaite à tous… Je suis aussi, juste une remarque, je suis aussi professeur de SES au lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge. C'est vrai, c'est tellement évident pour nous qui te connaissons bien qu'on oublie même de le mentionner. Voilà, on est donc ravis de vous avoir. On pense que ça va être un e-café très, très riche. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, vous avez deux moyens. Vous pouvez utiliser le petit icône converser ou bien questions-réponses. Vous avez le choix. Et Rémi se chargera de synthétiser vos questions et de les poser à nos deux intervenants. Je vous souhaite une très bonne session. Bonjour à tous, bienvenue également. Un très bref mot d'introduction sur ce thème qui fait partie aussi de l'actualité. Vous savez que les e-cafés que nous organisons sont tous en lien avec l'actualité brûlante du moment. Le rôle de l'école dans la production des inégalités, on sait, si on regarde les tendances longues, que l'école joue un rôle croissant dans le destin social de chacun, puisque l'âge de la scolarité obligatoire a été porté aujourd'hui au-delà, donc on est de 3 à 16 ans. Et donc la question se pose, bien sûr, cette école joue un rôle essentiel dans la socialisation de chacun, aux côtés de la famille, aux côtés du groupe de pairs, les PAIRS, bien sûr, les proches. Quel est le rôle spécifique que joue l'école à travers à la fois son rôle principal d'instruction, de transmission des savoirs, mais aussi d'éducation globalement, mais aussi d'évaluation, d'orientation. Donc c'est la question à laquelle Marie Duru-Bellat va répondre en s'appuyant, on sait, sur tous les travaux de recherche qu'elle a produits dans le domaine depuis au moins le milieu des années 80. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais essayer d'être assez rapide parce que là-dessus, de toute façon, on ne peut pas tout dire, évidemment. Donc, je vais pointer quelques éléments et j'espère qu'il y aura des questions. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes pour qu'on ait quand même un peu de temps. Alors, moi, je vais me centrer sur le rôle de l'école dans la fabrication des inégalités sociales scolaires, ce qui est déjà un angle particulier parce que si les titres scolaires, les diplômes n'avaient aucun impact sur la vie en général, il faudrait repenser complètement ce que je vais dire. Donc, j'y reviendrai peut-être à la fin. Il y a deux mécanismes qui jouent. Il y a les inégalités sociales scolaires et les relations entre les diplômes et ce qu'on devient dans la vie. C'est ces deux thèmes qui sont bien sûr liés, mais qui sont quand même assez différents. Alors, pour ce qui est du rôle de l'école dans les inégalités sociales scolaires, je pense que tous les gens qui sont autour de vous, vous connaissez les chiffres. Les chiffres, on les lit à longueur de journée. On vous dira, les enfants de case, 85% ont le bac. Les enfants d'ouvriers, c'est 53%. C'est massif, c'est énorme. Et pour beaucoup de gens, ça signe un déterminisme tout à fait important. Et si on prend ça pour argent comptant, c'est extrêmement démobilisateur. On dira, voilà, c'est la fatalité, c'est la reproduction, etc. Alors, un premier point qu'il faut souligner, mais les élèves de SES le savent tous, c'est que derrière les moyennes, il y a de la dispersion. Si on vous dit 47% des enfants de milieu populaire n'ont pas le bac, ça veut dire aussi que 53% l'ont. Donc, il y a des exceptions qui sont, par définition, des exceptions. On trouvera, par exemple, un peu moins de 6% d'enfants d'ouvriers dans les grandes écoles, alors qu'il y a 25%
d'ouvriers dans la population active, donc ça fait un écart tout à fait important. Et puis pour les cadres, ça va être le symétrique, 54% d'enfants de cadres, c'est énorme dans les grandes écoles, alors que c'est 18% de la population. Donc il y a des régularités et de la dispersion, bien entendu. Alors je vais insister là dans mon bref topo sur le rôle de ce qu'on appelle le contexte dans lequel se déroule la scolarité. Et pourquoi? Notamment parce que politiquement, le contexte, on y peut quelque chose. Si on dit c'est le fonctionnement, la fonction du système, c'est tellement abstrait qu'on se dit ok, c'est comme ça. Donc le contexte, c'est quoi? C'est bien sûr déjà le pays où on est. Parce que ce que montrent les recherches comparatives internationales, c'est que si on compare les inégalités sociales scolaires dans les pays, il y a des pays où il y a moins d'inégalités sociales scolaires et où pour autant, il y a autant d'inégalités sociales. Si on prend par exemple le Canada et la France, l'ampleur des inégalités sociales entre les familles, leurs ressources, etc., est au moins aussi importante que chez nous. Pour autant, les élèves sont moins socialement inégaux à l'école. Qu'est-ce qui se passe? On se dit, ça montre que le système, la façon dont on organise l'école peut quelque chose à ces inégalités. Donc, le contexte du pays. Ce qui joue également à un niveau plus proche des personnes, c'est bien sûr la classe, l'établissement et la façon dont tout ça fonctionne. Donc, ce que je vais souligner en insistant sur le contexte, c'est que l'école n'est pas une chambre d'enregistrement neutre d'inégalités qui découlerait des familles, par exemple, ce qui serait une compréhension trop schématique des thèses bourdieusiennes. On aurait des inégalités d'héritage culturel qui tombent un peu, j'allais dire, sur l'école, et l'école, elle n'en peut mais, elle enregistre, et on a des inégalités. Ce que montrent les recherches, c'est au contraire que l'école participe activement, ce qui ne veut pas dire de manière consciente, à la production de ces inégalités. Des recherches publiées dans les années 80, les premières recherches sur cette question en France, montrent par exemple que le maître qu'a l'élève, ce qu'on appelait l'effet maître depuis, peut engendrer, le maître engendre plus ou moins d'inégalités entre les élèves, et ces inégalités d'origine pédagogique, elles sont aussi, voire plus importantes, notamment chez les petits, que les inégalités sociales. C'était le modèle que j'avais produit avec Alain Mingat dans les années 80. On suivait les progressions des élèves une année donnée et on voyait que l'effet maître était, sur les acquisitions qu'on réalisait pendant cette année, était plus important que l'effet des inégalités sociales. Donc, il se passe bien quelque chose dans la classe qui fait que certains écarts vont être accrus et d'autres, au contraire, atténués. Ce qui joue également, on l'a beaucoup démontré depuis, et ça a été repris récemment par des économistes d'ailleurs, c'est la façon dont on va composer les classes. Est-ce qu'on va faire des classes homogènes ou hétérogènes? Ce qu'on a pu montrer, c'est que si on regroupe les élèves faibles dans les mêmes classes, eh bien, il va y avoir une dynamique vers le bas, si je peux exprimer les choses ainsi, qui font qu'ils vont tendre à devenir de moins en moins bons, alors que de leur côté, les élèves forts regroupés ensemble vont plutôt progresser un peu plus. Alors, on me dira, voilà, on va faire des classes de niveau parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'élite. Oui et non, parce qu'on pourra en discuter. Qu'est-ce qui nous intéresse en mélangeant les élèves? C'est aussi de former une classe d'âge ensemble. Ça, on y reviendra. Et puis, un autre argument, si je suis ministre de l'Éducation nationale, c'est que ce que perdent les faibles à être entre eux est bien plus important que ce que vont gagner les forts à être entre eux. Donc, si je m'intéresse aux acquis d'une classe d'âge, je me dis, non, je fais des classes hétérogènes. Alors, ce constat est très classique et les enseignants le comprennent fort bien parce qu'ils modulent dans leur classe, et c'est normal, ils modulent leurs interactions avec le niveau des élèves. Donc, avec les élèves faibles, de manière plus ou moins consciente, ils vont plutôt modérer leurs attentes, leurs exigences. La couverture des programmes sera moins importante, par exemple. Ils poseront aux élèves des questions un peu moins exigeantes et les élèves eux-mêmes, qui savent très bien qu'ils sont dans une classe faible, vont développer un climat moins propice aux apprentissages. Il y a eu des beaux travaux anglais sur la dégradation de l'attention dans les classes faibles, où en début d'année, classe faible, classe forte, l'attention est la même. Et puis dans les classes faibles, eh bien, ça se dégrade. Les élèves voient jusqu'où ils peuvent aller et les enseignants, sachant qu'ils ont affaire à une classe faible, vont laisser un peu filer. Le problème, si on revient aux inégalités sociales scolaires, c'est que regrouper les élèves par niveau scolaire revient à les regrouper aussi en fonction de leur origine sociale ou ethnique, puisque dès le départ, on a des inégalités de réussite. Et la conséquence, c'est qu'on va plutôt mieux progresser dans les classes
fréquentée par un public qui est majoritairement favorisé. Et c'est aussi le cas parce que les élèves apportent en classe des ressources qu'ils vont tirer de leur milieu familial. Ils apportent souvent une adhérence plus grande aux objectifs poursuivis. Ils ont des ambitions scolaires plus importantes. Et donc, c'est aussi un argument qui amène à défendre une certaine mixité sociale dans les établissements, dans les classes, mais aussi dans les établissements. Et on observe effectivement que dans les établissements fréquentés par des élèves de milieux plutôt favorisés, eh bien, il est plus facile de gérer la discipline, la gestion du temps. Privilégier le temps consacré aux apprentissages va être plus facile. Il y a des attentes positives de part et d'autre. Donc, tout ça fait que ça va créer un effet positif, à telle enseigne qu'on avait montré dans un article assez ancien que c'est le caractère plus stimulant d'environnement socialement favorisé permettait à des élèves de milieux défavorisés de compenser une bonne partie de ce qui apparaissait comme leur désavantage s'ils étaient, parce qu'on n'a pas des ghettos à 100%, s'ils se trouvaient scolarisés dans son milieu. Alors ça, c'est très important et ça interpelle en particulier certains a priori bourdieusiens qu'on pourrait avoir si on a une vision assez schématique des thèses de Bourdieu, disant tout est dans l'héritage culturel. Des chercheurs comme Aletta Grisé, dès les années 90, ont montré qu'une part importante de l'avantage scolaire des enfants de milieux favorisés vient non pas de leur milieu favorisé, mais du fait que, à cause de ce milieu, ils accèdent à des contextes qui sont plus ou moins formateurs, de qualité plus importante, qui leur permettent mieux d'apprendre. Or ça, on voit bien que ça pose un problème immédiatement pédagogique et politique, qui est quand même assez différent d'un certain fatalisme qu'on pourrait retenir des thèses bourdieusiennes. Alors, pour en revenir à la mixité sociale, la mixité sociale, justement, va être promue sur la base de ces arguments. En même temps, il faut être bien conscient qu'elle n'est pas sans inconvénients ou sans poser un certain nombre de problèmes. Certaines recherches plus qualitatives ont montré que quand les jeunes de milieux défavorisés sont scolarisés dans des établissements chics, entre guillemets, certes, ils adhèrent plus aux normes scolaires, certes, ils ont des projets scolaires plus ambitieux, certes, ça élargit le cercle de leur fréquentation, ce qu'on peut juger, tout ça étant plutôt jugé positif. Pour autant, sur le plan psychologique, ce n'est pas forcément très confortable, très facile à vivre, puisque les jeunes sont souvent dans des situations de comparaison constante, et les élèves de milieux défavorisés peuvent subir certaines formes d'intimidation symbolique, disait une jeune collègue, de la part de leurs condisciples, et ça peut être difficile à vivre pour eux, à tel point qu'il y a aussi des recherches qui disent qu'il ne faut pas qu'ils soient trop peu nombreux, trop isolés dans ces contextes, parce qu'entre eux, tout ce qu'on appelle les minorités, mais c'est un terme qu'il faudrait discuter évidemment, les minorités doivent quand même se regrouper un petit peu pour se sentir plus forts, parce que sur le plan psychologique, ça peut être relativement difficile à vivre. Donc, ils peuvent progresser plus, mais être plus mal à l'aise. Et je prends parfois l'exemple du sport. Si vous êtes dans un groupe plus fort que vous, par exemple en vélo, vous êtes avec un groupe fort, vous allez aller plus vite, mais vous allez vous sentir faible, vous allez vous sentir nul. Oh, décidément, j'ai du mal, je ne suis pas bon. Donc, il y a les deux aspects, l'aspect progression scolaire et l'aspect bien-être psychologique qui n'est pas, bien sûr, à négliger. Si on revient sur cette idée de valeur scolaire, un dernier point, mais important que je voudrais développer, c'est la question de la définition de la valeur scolaire. C'est quoi finalement, c'est des notes dans notre pays. Ça va être des notes, beaucoup de notes d'ailleurs. Bon, il est assez trivial de souligner que les notes ne se fondent pas sur l'ensemble des compétences ou des qualités d'une personne, d'un élève, mais sur celles que l'école choisit de valoriser. Si on prend les petits-enfants qui sont en primaire et qu'on les classe selon les notes, ils en ont déjà, ou les compétences reviennent un peu au même, que les maîtres vont leur attribuer, on voit bien qu'il y a des enfants dont on se dit ils ont plein de qualités, et bien pour autant, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, et ils le savent d'ailleurs. Ils vous disent je suis nul, alors, etc., etc. Donc, sur quelle qualité va-t-on se fonder, sur quelles compétences pour évaluer la valeur scolaire? Ça, c'est un choix culturel. Est-ce qu'on va valoriser la créativité, le fait de collaborer avec les autres, ou le fait d'être docile, notamment en primaire, qui est assez important. Il faut que le maître puisse jouer son rôle. Donc, il y a une sélection de qualité. Et ça, on le voit bien quand on fait des comparaisons internationales. Si on va dans des classes d'autres pays,
On voit par exemple que nos élèves en France sont quand même plutôt, quoi qu'en disent les enseignants, assez disciplinés, assez conformistes, hein, ils répondent quand on leur pose des questions, etc. Et on ne les invite pas trop à autre chose. Mais parfois, c'est difficile de s'en rendre compte quand on est toute sa vie, évidemment, dans le même environnement. Donc, quelles qualités va-t-on valoriser? Et puis, comment on va les évaluer? Hein, les travaux de Pierre Merle, par exemple, montrent bien que l'élève est actif, hein, dans le fait de se mettre en situation d'être noté, notamment bien sûr les plus grands, mais je pense que c'est valable même pour les plus jeunes. Il montre par exemple qu'au lycée, les élèves peuvent avoir des stratégies, hein, pour bien se faire voir, hein, pour bien se faire évaluer. Et ces stratégies, bien sûr, c'est plus facile d'en avoir quand on vous apprend dans votre famille à discuter, à négocier. Hein, on vous apprend une forme d'esprit critique et d'autonomie, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Donc, on voit qu'il y a toute une part des inégalités scolaires de résultats, telles qu'on les voit à un moment donné, hein, sur le papier, si je peux dire, sur les bulletins, hein, qui est fabriquée, comme tous les phénomènes sociaux sont fabriqués, bien sûr, mais sans rapport avec le mérite. Hein, parce qu'officiellement, on est dans une méritocratie. On se dit l'école va évaluer les mérites des personnes et sur la base de leurs mérites, elles accéderont à des positions sociales plus ou moins valorisées. Hein, c'est la définition de la méritocratie. On n'est plus en aristocratie, théoriquement. Hein, ce n'est pas la profession de vos parents, c'est vous-même. Hein, c'est vous-même qui vous investissez plus ou moins et qui allez, sur cette base, réussir plus ou moins. Donc, on voit qu'il y a toute une part qui n'a pas de rapport avec le mérite. Hein, mais d'ailleurs, on le sait bien. On sait bien que si on regarde les inégalités sociales en primaire, même à la fin du cours préparatoire, moi, je n'ai jamais entendu de gens dire c'est parce qu'ils sont inégalement méritants. On n'ose pas à cet âge-là. On se dit, ouais, bon, alors là, on a d'autres phénomènes qu'on va mettre en avant, mais le mérite, on voit bien qu'il y a des limites. Hein. Mais en même temps, il faut le souligner, hein, la valeur scolaire ne relève pas. Alors, ça veut dire qu'elle ne relève pas du tout. Hein, si on voit des élèves à un stade avancé, on dira, ben oui, mais certains se sont investis plus que d'autres, j'y reviendrai. Ça veut dire qu'il faut écarter. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas que le mérite. Et on le voit encore plus si on s'intéresse non plus aux résultats scolaires, mais aux carrières scolaires, au parcours scolaire. Parce que là, c'est les phénomènes d'orientation qui vont intervenir. Et on sait qu'à réussite identique, l'orientation va être inégale si on admet la hiérarchie scolaire des parcours, c'est un bémol assez important, mais pas complètement sans valeur. Hein. Donc, à réussite comparable, certains élèves vont choisir, ou en tout cas s'orienter, hein, on ne fait pas de métaphysique sur le choix, des filières qui leur permettront d'accéder à des carrières scolaires et sociales, enfin scolaires ultérieures et sociales, plus intéressantes que d'autres. Donc, on voit bien que l'idée que la distribution des diplômes reflèterait les mérites des individus, hein, que les premiers de cordée seront forcément les meilleurs, est quelque chose qu'il faut fortement relativiser. Alors, j'ai parlé du choix, alors je voudrais faire une petite parenthèse. On retient aussi parfois d'une certaine vulgate sociologique l'idée que parler de choix, c'est un péché, hein, qu'il n'y a pas de motivation, qu'il n'y a pas de préférence, que tout est déterminé par son environnement social. Bon, c'est une question qui est difficile et je ne peux pas la traiter en 2 minutes. Je ne sais même pas si je serais capable de la traiter. En même temps, c'est vrai que plus le jeune avance dans sa trajectoire, plus on peut penser qu'il y a des choix. Il y a des choix avec ce qu'on a. Hein, il y a des paramètres de choix, comme disait Boudon. Hein, mais dire les gens sont entièrement gouvernés par leur passé, hein, c'est aussi quelque chose qui est non seulement très démobilisateur, mais qui correspond aux expériences, qui ne correspond pas du tout à l'expérience personnelle qu'on peut en avoir. Je pense que nous tous, si on nous disait à nous tous, tels qu'on est, hein, vous n'avez jamais choisi, tout était dans ça, on dirait, bah, attendez, les sociologues, vous perdez la tête. Hein. Donc, il ne faut pas non plus écarter, hein, toute cette problématique-là, hein, ne serait-ce que parce qu'après, dans les pistes d'action, on dira peut-être, ben, on va travailler avec certains jeunes pour voir leurs projets, pour voir leurs ambitions, voir ce qu'ils ont envie de faire. Si tout ça est déterminé, on va à la pêche, hein, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Donc, ce que je vais souligner pour terminer, c'est que bon, le mérite, on voit bien qu'il y a des pans entiers des parcours qui échappent à la logique du mérite. Est-ce que pour autant font se débarrasser complètement du mérite et dire, voilà, c'est vrai que le mérite, il est impossible à mesurer. Donc, on se dit, c'est un truc, on s'y réfère, mais on ne sait pas très bien ce que c'est. En même temps, et je reviens à ce que je disais à l'instant, c'est difficile de se passer complètement du mérite. Parce que si on se passe complètement du mérite,
on ne fait plus rien. Hein. Toute l'éducation des enfants et des élèves revient à leur dire, si tu fais des efforts, tu seras récompensé. Si le jeune sait que quel que soit ce qu'il puisse faire, hein, il ne sera jamais, ça ne joue pas, etc., voilà, on ne fait tous plus rien. Donc, on a besoin psychologiquement, les psychologues le démontrent d'ailleurs, on a besoin du mérite pour se motiver. Hein. Donc, il faut du mérite, mais il ne faut pas que du mérite. Il faut peut-être articuler ça avec d'autres logiques, hein, qui sont la logique de on donne du besoin. Hein, on donne à tous les élèves et tous les jeunes ce qu'ils ont besoin, hein, pour évoluer dans la vie. Et pas uniquement, donc ils ont des droits, hein, quel que soit leur mérite. Est-ce qu'il faut pour autant enlever toute part du mérite? Voilà, il y a une ambivalence du mérite qui est vraiment importante. Il faut parce que si on croit que tout est dans le mérite, ça on le voit avec un certain contexte politique actuel, enfin qui n'est pas que lié au dernier septennat, c'est bien plus ancien, hein, c'est de dire à chacun, ben, vous avez ce que vous méritez, les autres, ben tant pis, hein, les autres, ben tant pis, et tout est sous votre propre responsabilité individuelle. On sait que dans la vie, il y a de l'aléa, il y a de la conjoncture, on le voit bien en ce moment, hein, et on ne peut pas dire que tous les jeunes qui vont sortir à la rentrée et qui auront du mal, c'est parce qu'ils n'ont pas de mérite. On voit bien, ça, personne, je pense, ne dira ça. Hein. Donc, il faut admettre, hein, que tout ce qui nous arrive n'est pas mérité, que ceux qui ont des fortunes extraordinaires, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont travaillé, peut-être qu'ils ont travaillé, mais ce n'est pas uniquement pour ça. Ils avaient besoin de beaucoup d'autres gens, hein, pour acquérir ce qu'ils ont acquis, et ils ont peut-être eu de la chance. La chance, ça existe. Donc, il faut pouvoir critiquer, hein, cette logique de la responsabilité de chacun, et ne pas tout renvoyer sur la responsabilité des personnes, hein, parce qu'à ce moment-là, on dit ben, le monde est juste, et puis voilà, tout tourne, etc. Donc, invoquer que le mérite, c'est commode, hein, c'est cohérent avec une certaine logique politique, mais voilà, on voit bien les limites. Donc, il faut naviguer. En même temps, on ne peut pas, je vous dis, à mon avis, hein, renvoyer complètement le mérite en disant c'est un mythe, etc., etc. Alors, je termine sur le dernier point que j'évoquais en commençant, ce qu'on vient de dire, à savoir l'importance des inégalités sociales, scolaires. Ça joue d'autant plus que dans notre pays, il y a une articulation assez forte, plutôt plus forte que dans pas mal d'autres pays, entre les diplômes et l'emploi, hein, les relations formation-emploi. Mais c'est carrément un autre thème. Alors, c'est vrai que dans notre pays, on a tendance à penser que c'est juste, parce que implicitement, on croit au mérite. On dit c'est quand même juste que ceux qui ont fait des études longues aient des emplois mieux rémunérés. Personne ne va dans la rue pour dire je dénonce le fait que les normaliens aient pour la vie tel ou tel, ce qui est parfois des rentes de situation. Non, personne ne manifeste pour ça, parce qu'on y croit peut-être implicitement qu'il y a une part de mérite, c'est normal, etc. On croit que c'est un critère de justice. Or, il est clair que si les titres scolaires, pour une part, ne sont pas du tout mérités, donner du poids aux titres scolaires revient à entériner ces inégalités qui se sont forgées à l'école et largement sous la responsabilité de l'école. Donc, je pense que c'est important, voilà, de bien voir que c'est lié à ce deuxième thème-là, mais qui est un thème plus ouvert qui mériterait peut-être une autre conférence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces propos très clairs. Donc, on a prévu un répondant dans cette session en la présence de Philippe Vatrelot, donc, qui est professeur de SES en lycée et formateur à l'INSPE. Donc, Philippe, on te donne la parole. Oui, et puis aussi dans ma vie, j'ai été président d'un mouvement pédagogique et c'est la combinaison de ces trois éléments qui va m'amener à répondre et plutôt à questionner les choses. Mais d'abord, peut-être me situer justement en tant que prof de SES de terminale, parce qu'il y a dans ce que dit Marie Durubella des choses qui sont extrêmement importantes à rappeler à des élèves de terminale. Je sais qu'il y en a qui écoutent, et donc ça me semble extrêmement important parce qu'il y a un chapitre dans le programme actuel et il va demeurer plus ou moins sous une autre forme dans le chapitre à venir, dans le programme à venir, pardon, c'est celle de la production des inégalités. Et ce que dit Marie Durubella, c'est extrêmement important. Et je remercie aussi les organisateurs d'avoir formulé le titre. On parle bien de production des inégalités, pas de reproduction des inégalités. Ça change tout. Ce n'est pas la même chose. L'école n'est pas seulement le réceptacle excusez-moi, d'inégalités qui existeraient par ailleurs, même si, évidemment, c'est important, mais elle est aussi productrice d'un certain nombre d'inégalités, comme l'a montré Marie Durubella. Mais évidemment, tout cela, c'est en lien, c'est
c'est un phénomène cumulatif. Prenons un seul exemple m'est particulièrement, auquel je m'attache particulièrement, c'est la distinction qu'elle opère en parlant de… alors moi, je le dis comme ça, je distingue la mixité sociale et l'hétérogénéité scolaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir, comme dans mon gros lycée de la banlieue, de la mixité à la grille du lycée. Voilà, il y a tous les gens qui rentrent viennent de communes très différentes. Et puis à l'intérieur, on peut, alors nous, dans notre lycée, on essaye de ne pas le faire, mais on peut avoir des classes homogènes scolairement, c'est-à-dire des classes de bons, des classes de mauvais, enfin de mauvais, c'est comme ça qu'ils se voient eux, en tout cas. Alors, c'est donc là, on voit bien la différence entre simplement être le réceptacle d'inégalités, parce que bien sûr, l'école, à ce moment-là, elle existe dans un espace géographique qui est marqué, et il y a eu plein d'auteurs qui ont travaillé là-dessus, je pense en particulier à Éric Morin, par le séparatisme géographique, voilà, un séparatisme social et géographique, mais il y a aussi effectivement un rôle propre de l'école, notamment par exemple dans la fabrication de ces classes plus ou moins homogènes ou hétérogènes scolairement. Donc c'est évidemment un phénomène de cumul, mais ce qui est important, c'est de discerner, de repérer que l'école n'est pas qu'un réceptacle, ni même un amplificateur, mais qu'elle peut aussi produire des inégalités. Alors, j'endosse ma casquette de militant pédagogique. Cette remarque-là, elle n'est pas aussi évidente que cela pour plein de gens. Parce que dans les postures politiques d'un certain nombre de personnes, justement, il y a cette idée que non, finalement, l'école est juste un réceptacle. Et ça permet finalement de dédouaner l'école de la nécessité de changer et de s'interroger sur ses pratiques. On a donc des fois une posture un petit peu conservatrice à l'égard de l'école en se disant « changeons la société, ça évitera de changer l'école ». Je fais référence directement à un slogan du mouvement pédagogique que j'ai dirigé. Voilà, donc c'est pas neutre de dire ça. C'est pas juste un constat. Ça a bien, je me répète, une portée politique. Alors, je vois une question qui arrive et j'essaierai d'y répondre tout à l'heure, justement, parce que ce que Marie Durubella n'a pas posé, et c'est normal d'une certaine manière, c'est aussi comment les pratiques pédagogiques peuvent être plus ou moins porteuses d'inégalités. Ça, c'est une vraie foutue question. Et c'est à mon sens peut-être là où on pourrait essayer de réfléchir collectivement ensuite. Alors, il y a autre chose qui me semblait extrêmement important, c'est sur ce que dit Marie Durubella également sur l'évaluation. Alors, j'ai beaucoup aimé le passage qu'elle a donné sur l'évaluation et sur la valeur scolaire. Comment évaluer ses qualités? Alors, parce que ça rejoint aussi beaucoup de mes préoccupations. C'est effectivement quelque chose qui est très compliqué parce que en France, et Pierre Merle en effet l'a très bien montré, il y avait un article remarquable qu'il avait produit là-dessus justement, la note, elle a été inventée pour classer. Voilà. Moi, je cite souvent cette petite devinette à mes étudiants à l'INSPE. Quand a été créé le bac? 1808. Quand a été instituée la note chiffrée dans le système scolaire? 1890. Donc, pendant tout ce temps-là, le bac, il a été évalué autrement. Il a été évalué par un système de boules blanches, boules noires, etc. Si on avait, à l'oral. Et si on avait un maximum de boules blanches, on avait le bac. Et si on avait un maximum de boules noires, on était blackboulé, d'où l'expression. Donc, ça veut dire éliminé. Alors, pourquoi a-t-on inventé la note? C'était à la demande, et Pierre Merle le montre très bien dans son article, à la demande des directeurs de concours qui considéraient qu'il fallait habituer les élèves à cette sélection, à la nécessité d'être classés, d'être triés. Parce qu'un des gros avantages, avec plein de guillemets, de la note, c'est justement de classer, de hiérarchiser.
Donc, si on veut, derrière cette petite anecdote, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important et qui nous renvoie au dernier point que je voulais aborder ensuite, qui est la question de la méritocratie, qui est que finalement, la sélection, elle est dans l'ADN même de notre système scolaire. Voilà. Et on voit bien toutes les polémiques sur le bac. Est-ce qu'il va être donné cette année parce qu'il est en contrôle continu, blablabla, etc. Tout ça, ça nous renvoie quand même à cette idée très, très fortement ancrée chez les individus en France, qui est cette idée que l'école, elle est faite pour sélectionner, pour trier. Voilà. Et donc, derrière cette question-là, il y a aussi de la souffrance. Dans PISA, alors on n'en a pas parlé, mais on pourrait l'évoquer un petit peu. Alors, il y a évidemment les trois grands domaines, la littératie, c'est-à-dire la maîtrise du français, les mathématiques et la culture scientifique. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle des enquêtes de contexte. Et parmi les enquêtes de contexte, il y a un truc très intéressant à observer. C'est on demande aux élèves qui passent le test comment ils ont ressenti le test. Et ils disent j'ai préféré ne pas répondre que d'avoir faux. Voilà. C'est l'école quand même du manque de confiance en soi. On a vraiment un problème avec ça en France. On préfère ne pas répondre que d'avoir faux. C'est une vraie question qui peut en effet générer de la souffrance. Alors pour terminer, je suis peut-être un peu long, je suis désolé, la question de la méritocratie, moi, me semble extrêmement importante et ça me renvoie à ce que je vis chaque année depuis 38 ans que je suis prof en terminale, quand on aborde la question évidemment du rôle de l'école, de la mobilité sociale, etc. Toutes ces études qu'a évoquées Marie Durubella peuvent être très démobilisatrices, très démotivantes pour les élèves. Il y a eu de nombreux ouvrages sur la question. Je pense notamment au livre de Fabien Truong, etc., mais, ou de, je ne sais plus le nom des autrices, mais enfin bref, il y a eu plusieurs choses là-dessus. Enseigner Bourdieu dans le 93, je me souviens du titre de l'ouvrage. Alors, il se trouve, petite anecdote très rapide, qu'il y a longtemps, j'avais posé directement la question à Pierre Bourdieu dans un colloque qu'on organisait à l'époque. Et j'avais dit, voilà, comment vous analysez le fait que les élèves ressentent très négativement, parce que ça peut les amener à baisser les bras. Et il avait utilisé cette expression, et j'aimerais bien que Marie Durubella réagisse là-dessus. Il avait dit, c'est une fiction nécessaire. Et il avait pris d'ailleurs très justement son propre exemple en disant, voilà, moi je suis un poisson volant d'une certaine manière. Je suis une exception puisque, voilà, fils de la classe populaire, enfin petite classe moyenne, etc. Je suis arrivé là. Mais voilà, la question c'est finalement comment Marie Durubella voit la question de la méritocratie, comment justement, alors je sais qu'elle n'aime pas trop qu'on l'interpelle sur les questions pédagogiques, mais comment elle voit la manière d'enseigner cette question-là en classe avec des élèves de terminale. Voilà, je reviendrai peut-être sur d'autres points après, mais c'était déjà les choses que je voulais pointer en réaction à ce discours que j'ai trouvé très vivifiant. Je vais réagir sur le dernier point, sur l'expression de fiction nécessaire de François Dubé, c'est-à-dire qu'il montre bien qu'on ne peut pas fonctionner comme enseignant si on ne croit pas que si les élèves travaillent, il se passera quelque chose. À ce moment-là, le prof n'y croit pas, les élèves n'y croient pas, évidemment. Je pense qu'au niveau pédagogique, on peut rendre la réussite des élèves ou les comparaisons de réussite entre élèves plus ou moins visibles. Et parce que je l'ai dit, les élèves se comparent sans arrêt. Et ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est des résultats aussi de PISA. Non, c'est peut-être pas de PISA. Vous savez qu'il y a eu une appendice cette année dans PISA avec des tests que les élèves passaient sur ordinateur. Oui. Et donc, ils étaient moins en situation, enfin, ils étaient dans un autre contexte, ça paraissait moins scolaire, etc. Donc, on a observé des inégalités sociales de réussite, mais moins que par rapport aux tests plus classiques. Comme si, quand c'est classique, quand c'est scolaire, comme ça rappelle ce qui se passe en classe, les élèves étaient plus écrasés
par ce que les psychologues appellent la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est le fait que, et c'est peut-être un effet pervers d'ailleurs de la diffusion de la sociologie de l'éducation, les élèves de milieux populaires savent, les profs savent qu'en moyenne, ces élèves vont moins bien réussir. Et ils l'intériorisent. Hein. Ça a été beaucoup développé, ce concept tout à fait important de menace du stéréotype, à propos aussi des différences de réussite entre filles et garçons. Hein, les filles qui s'attendent à ce que si c'est de la géométrie, elles ne vont pas y arriver, alors que si on leur présente un exercice comme étant du dessin, elles vont être moins handicapées. Donc je pense qu'il y a une façon de rendre plus ou moins visibles, éclatants ces écarts, hein, qui peut être une piste pédagogique. Il y a aussi, ça c'est toute l'équipe ESCOL qui l'a montré, le fait d'expliciter plus ou moins ce qu'on attend, hein, parce que les critères de la réussite, ils ne sont pas inscrits sur les murs de la classe, souvent c'est bien plus subtil que ça. On s'attend à des petites choses qui vont faire la différence. Donc ça, c'est deux pistes. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas pédagogue, hein, je regarde les choses à un niveau un peu plus macro, si on peut dire, mais toute la piste ESCOL, comment on peut faire pour, me paraît aussi tout à fait intéressant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. On peut d'ailleurs faire le lien avec Pierre Bourdieu, le livre fondateur de la sociologie de l'école, c'est Les Héritiers, évidemment, avec Jean-Claude Passeron. Et ce que dit Les Héritiers, c'est qu'il y a des élèves, les héritiers donc, qui possèdent les codes implicites de l'école, parce que la culture scolaire est proche de la culture qui est celle de la famille. Et donc, par conséquent, en effet, un des enjeux majeurs de la pédagogie, c'est de rendre le plus explicite possible. Alors, attention aussi aux petits hold-up sémantiques, parce qu'il y a des gens qui considèrent qu'ils sont les seuls détenteurs de la pédagogie explicite, mais ça, c'est un autre débat, presque un peu anecdotique ici. Mais en tout cas, rendre explicite ce que l'on attend de l'élève, notamment dans l'évaluation, rendre explicite peut-être éventuellement justement les différentes étapes du travail. Hein. C'est aussi tout l'enjeu, par exemple, de l'évaluation par compétence. Hein. Je sais que ça peut énerver certains, mais c'est quand même un aspect important parce que ça permet aussi de raisonner. Et je reprends ce que disait Marie Durubella également à l'instant, non pas forcément en quelque chose de dichotomique, c'est raté ou c'est acquis, ou c'est pas acquis, avec des notes, mais dans quelque chose qui permet de se situer dans une progression par rapport à soi-même, hein, et pas uniquement par rapport aux autres. Donc tout ça, ce sont des aspects importants. Hein. Je vois des questions sur la pédagogie explicite, expliciter clairement les attentes, vérifier que les termes qui nous semblent évidents sont bien compris par les élèves. Tout ça, ce sont des enjeux absolument essentiels pour les enseignants. De la même manière que tout le travail qui peut être fait en classe et qui ne soit pas, je dirais, d'une certaine manière externalisé à la maison, où là, les différences sociales sont encore plus importantes. On l'a bien vu avec la période de confinement. Hein. Ce n'est pas seulement des aspects strictement matériels, posséder un ordinateur ou autre, hein, mais ou même encore plus un bureau dans un logement, mais c'est aussi comment les parents peuvent aider ou pas aider. Hein, c'est la question du rapport au savoir. Tout ça, évidemment, si on parvient à faire le maximum de travail en classe, et le confinement nous a bien montré l'importance essentielle de cette relation, c'est quand même aussi comme ça qu'on peut lutter contre les inégalités. Hein, le confinement, désolé d'insister, mais on en sort tous, donc c'est évidemment un aspect important, n'a pas révélé des inégalités, mais ça a simplement amplifié des inégalités qui étaient déjà là, et que Marie Durubella a montré tout à l'heure. Ouais. Alors justement, donc, par rapport à l'intervention de Marie Durubella et aux réponses aux questions de Philippe, on a pas mal de questions qui vont un peu dans le même sens. Il y a des questions qui portent sur le contenu de ce qui est transmis à l'école, hein, donc des savoirs, des savoir-faire, des compétences. D'un côté, en fait, certains demandent pourquoi ne pas enseigner davantage très tôt ce qu'on appelle parfois des soft skills. Raconter une histoire, négocier, s'organiser, tout ce qui est de l'ordre de la participation. Et puis de l'autre côté, d'autres nous disent, et donc c'est intéressant parce qu'on a le clivage dans les deux questions, on entend parfois que c'est au contraire la baisse des apprentissages classiques fondés sur les contenus au profit de ceux fondés sur la participation, donc les soft skills, qui participeraient aux inégalités scolaires. Alors qu'en pensez-vous, Marie Durubella, sur dans les contenus à enseigner, est-ce qu'il faut parler à la fois des
savoirs et également des compétences ou des soft skills plus largement. Alors, ce qu'a bien montré, pour revenir sur la fameuse période du confinement, c'est aussi que dans les métiers indispensables, il y avait certes d'un côté des métiers qui demandent des compétences pointues élevées, hein, tout ce qui est médical, et de l'autre, des métiers comme assistante psychologique ou enfin, tous les métiers de contact, hein, qu'on a fait fonctionner, qui, eux, demandent plutôt des soft skills, en tout cas sont considérés comme ne demandant pas des acquis scolaires très pointus. Donc, je pense qu'il y a de tout. Ce que montrent les études sur les relations formation-emploi, pour passer cette fois dans le domaine de la recherche, c'est que, vu l'abondance des diplômés, les soft skills, effectivement, les qualités plus personnelles, hein, reprennent plutôt de plus en plus d'importance. Alors, si ça prend de l'importance, il faut l'enseigner. Pourquoi on ne l'enseigne pas? On ne l'enseigne pas parce que d'abord le temps scolaire évidemment est limité, donc si on fait ça, on ne fera pas autre chose. Et je pense qu'il y a une résistance d'un certain nombre d'enseignants parce qu'ils sont formés à une discipline. Donc quand on est formé à faire de l'histoire, on est persuadé que l'histoire c'est super, et c'est vrai que l'histoire c'est bien, mais voilà, mais il n'y a pas que ça. Et est-ce que l'élève aura besoin que de ça dans sa vie? Donc je pense qu'il faut enseigner ces soft skills. Est-ce que les enseignants tels que formés actuellement sont les mieux à même de le faire? C'est une question. Et comment faut-il arbitrer? Je pense qu'on peut arbitrer dans le temps. Hein. Tous les élèves ne seront pas des intellectuels ou de futurs profs d'une discipline. Donc, il faut qu'ils aient un bagage, j'allais dire, de personnalité assez solide, hein, qui inclut ces soft skills, quitte à ce qu'au bout d'un certain nombre d'années de scolarité, hein, dans notre pays, on fait plus d'une vingtaine d'années à l'école, hein, on a le temps, hein, qu'au bout d'un certain nombre d'années, les disciplines plus académiques deviennent quasiment exclusives. Hein. Mais en tout cas, il faut un temps. Hein, pour une formation d'élèves, il faut un temps pour l'éducation. C'est ces vieux débats très français d'ailleurs et un peu ridicules entre instruction et éducation. Hein. Il y a un temps pour former le jeune, former tous les jeunes, hein, jusqu'à la longueur qu'on décide au niveau du pays. Est-ce que c'est socle commun, est-ce que c'est autre chose, hein, et là, le former de manière complète, hein, et pas simplement en faisant un peu de trigonométrie, un peu d'histoire ancienne, etc. On voit bien que ce n'est pas ça, hein, qui va l'aider à se placer dans la vie, à s'insérer dans la vie. Oui, parce que soft skills, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, on peut dire aussi compétences psychosociales. Je voudrais prendre juste un exemple qui est très d'actualité, c'est l'évaluation de l'oral. Il y a deux attitudes possibles, et on sait bien, hein, il y a le grand oral qui se profile à l'horizon. Il y a deux attitudes possibles. Après, ça ne préjuge pas des conditions matérielles dans lesquelles on le met. On peut penser que les élèves, selon leur socialisation dans la famille, vont être armés de manière différente par rapport à l'oral. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, et c'est effectivement quelque chose qui est lié aux inégalités sociales. Alors on peut se dire, faire une épreuve d'oral, c'est forcément quelque chose qui va être inégalitaire, ou alors on peut se dire, donnons-nous les moyens, mais alors des vrais moyens, pour justement corriger ça et faire en sorte qu'on forme vraiment à l'oral. Je ne suis pas persuadé que les conditions actuelles qui sont prévues dans la réforme du lycée soient suffisantes, mais ça c'est un autre débat sur lequel je me garderais bien de m'aventurer plus maintenant. Mais il n'en reste pas moins que c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on tombe dans le fatalisme, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a des inégalités qui sont le produit des différences sociales, des inégalités sociales, ou est-ce qu'on essaie de les combattre et de former, par exemple, à l'oral? Alors, sur donc ces questions qui portent sur le travail des enseignants eux-mêmes, hein, aussi, et donc le travail est forcément en face le travail des élèves, vous avez parlé de l'effet maître. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de modalités concrètes d'exercice de l'effet maître que vous avez constaté, ce qui peut rebondir aussi peut-être sur ce débat qui vient sur les pédagogies qui seraient plus ou moins explicites ou pas, par exemple? Alors, il y a deux types de travaux. Hein. De leur côté, je l'ai évoqué très rapidement, les psychologues sociaux, ce qu'on appelle la psychologie sociale, observent certaines choses. Ce que je disais tout à l'heure sur les comparaisons entre élèves, il y a des enseignants qui vont mettre en avant la comparaison, ça veut dire qui répond le mieux, etc. Donc, il y a des profs qui jouent davantage là-dessus et c'est en général porteur d'inégalités. Moi, les travaux que j'avais faits dans les années 80-90, c'était plutôt au primaire d'abord, c'était
plus facile parce qu'on avait 1 mètre, hein, parce qu'après, ils en ont tellement que c'est difficile. Hein. Et c'est des travaux, j'allais dire, à l'américaine, ce qui peut être perçu comme tout à fait illégitime. On regardait le niveau des élèves à l'entrée, le niveau des élèves à la sortie. Et ce qu'on observait, c'est que les caractéristiques du maître jouaient assez peu, notamment c'est la longueur de sa formation. Il y avait l'ancienneté qui avait un rôle positif jusqu'à un certain optimum. Et puis, dans les méthodes pédagogiques stricto sensu, il y avait une pédagogie, alors ça n'avait pas forcément beaucoup plu dans le milieu des enseignants, plutôt traditionnelle, le fait d'annoncer le plan, hein, de travailler étape par étape, de vérifier, ou bien ce qu'on appelle aussi la pédagogie de maîtrise, hein, mais ça, Philippe connaît ça mieux que moi, hein, de vérifier avant de passer à une étape ultérieure que les acquis sont bien là, etc. Donc, c'est une pédagogie assez directive et assez traditionnelle, ce qui rejoignait les résultats américains. Mais beaucoup ont dit, oui, mais ces résultats, c'est plutôt adapté aux primaires, surtout avec un public de milieu populaire. Il faut savoir que les élèves les plus fragiles sont ceux qui sont le plus sensibles aux caractéristiques de la pédagogie et de l'enseignant, avec les élèves qui ont déjà pas mal d'atouts dans leur besace. Ce que fait le maître a beaucoup moins d'importance. Mais disons que les éléments pour résumer ce qu'on a jusqu'à présent sont quand même assez peu nombreux en France parce que les enseignants ne se laissent pas observer et évaluer par les chercheurs aussi facilement que dans d'autres pays, mais ils vont plutôt dans le sens d'une pédagogie assez traditionnelle, au moins au primaire. Et ça, ce n'est pas forcément populaire. Voilà. Juste une remarque, l'effet maître devrait être aussi mis au pluriel. Parce que ce que montrent aussi beaucoup d'études aujourd'hui, c'est l'importance du climat scolaire et de la coordination entre les enseignants dans la réussite scolaire. C'est-à-dire que quand il y a une cohérence, quand il y a quelque chose qui semble véritablement faire du sens pour les élèves, bah, évidemment, c'est plutôt un facteur de réussite. Alors, il y a une question sur des pratiques qui ont le vent en poupe un petit peu. Que penser de la pratique de la classe inversée, par exemple, qui va concentrer les apprentissages plutôt sur un travail personnel effectué à la maison, par exemple, pour permettre en classe davantage d'approfondir certaines choses et de travailler aussi de manière plus coopérative peut-être entre les élèves et pour faire de la remédiation peut-être davantage. Voilà. Que penser de ces expériences-là? Moi, je n'ai pas de jugement en tant que chercheuse, je n'ai rien à dire là-dessus parce qu'à ma connaissance, ça n'a pas été évalué précisément. J'aurais tendance, parce que je suis également enseignante, notamment Sciences Po, à penser qu'à Sciences Po, c'est peut-être valable, mais les expériences de confinement, j'ai essayé de faire travailler mes petits-enfants, montrent qu'au niveau primaire ou début collège, ça me paraît largement utopique, mais c'est un jugement personnel. À ma connaissance, il n'y a pas de travaux de recherche vraiment là-dessus. Il faut se méfier un peu des modes. À un moment, c'était les pédagogies nouvelles, aller tout changer, etc. Évaluons. Voilà. Oui, il y a quelques travaux quand même aux États-Unis sur ce qu'ils appellent là-bas les flipped classes, mais effectivement, c'est très différent selon les matières, selon les niveaux. En effet, il faut rappeler que la classe inversée, ça a été au début euh, produit par des profs de maths, hein, et donc c'est plutôt quelque chose qui peut être adapté à cela. On notera quand même une chose, c'est que ce qui est intéressant, alors la classe inversée, le problème c'est l'avant et le pendant la classe. Avant la classe, il y a le problème de effectivement trouver la motivation pour que les élèves lisent, regardent, fassent le travail qu'il leur est demandé. Mais pendant la classe, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est ce qu'on appelle le travail en îlot. Et ça permet quand même de mettre l'accent sur un aspect qui est important, c'est qu'on n'apprend pas tout seul. Et là aussi, le confinement nous l'a bien montré. On n'apprend pas tout seul. Apprendre, c'est un acte collectif. Et donc, il faut évidemment favoriser, et on parlait tout à l'heure de l'effet maître, on peut très bien faire des cours en s'appuyant sur des valeurs de compétition entre les élèves. C'est un peu détestable, mais ça existe malheureusement, il y a ça. Ou alors, et moi c'est ce que j'essaye de pratiquer à mon modeste niveau, en s'appuyant sur des valeurs de coopération entre les élèves. Et coopérer entre élèves, et d'où l'importance aussi de la mixité sociale, de la mixité à l'intérieur des classes sociales et scolaires, et ben ça c'est super important parce qu'on va mieux apprendre quand on est en train de s'entraider, et on va mieux vivre en société aussi, parce que là, il y a un véritable enjeu politique également. Hein, la mixité, c'est aussi un enjeu politique. Voilà, j'avais envie de dire ça. On a beaucoup parlé donc du travail des enseignants, du travail des élèves, mais parmi le rôle de l'école, c'est aussi, donc, vous en avez parlé, un rôle d'évaluation et un rôle d'orientation. Est-ce que l'orientation en fin de troisième n'était pas un point primordial de la production des inégalités? Et qu'est-ce qu'on peut en dire en fait de cette orientation en fin de troisième?
L'orientation en 23e, elle résulte quand même avant tout de la valeur scolaire qu'on a en 3e. Et la valeur scolaire en 3e, c'est les résultats d'un processus qui est cumulatif. Hein. Il y a eu des études statistiques, les études de l'ADEPE le montrent bien. Quand on commence le CP en terminant dans le dernier quart du niveau de réussite, les chances d'accéder à une seconde sont quand même assez minimes. Hein. Donc, si on veut améliorer ce qui se passe en fin de 3e, le rendre moins inégalitaire, il faut déjà égaliser la réussite au premier niveau. Et déjà, ça aidera. Hein. Deuxièmement, l'orientation en fin de 3e, elle dépend aussi beaucoup de l'établissement fréquenté. Hein, parce que selon l'établissement, on a un horizon moyen pour les élèves qui va être tout à fait inégal. Et troisièmement, effectivement, on peut se dire que professionnaliser l'orientation de plus en plus tôt, et c'est un peu ça quand même avec la réforme du bac, me semble-t-il, les amener à anticiper ce qu'ils vont faire après, n'est pas souhaitable dans un monde où de toute façon, les élèves restent de plus en plus longtemps à l'école, qu'on s'en réjouisse ou non, et deux, où les relations entre ce qu'ils font à l'école et dans la vie semblent devenir de plus en plus floues. Donc effectivement, il faut y réfléchir. Donc, vous voulez dire en fait qu'entre quand on voit la production des inégalités scolaires au CP et jusqu'à la fin du collège, quelque part en fait la hiérarchie qui se crée des compétences, l'école n'arrive pas à modifier cette hiérarchie-là ou difficilement. C'est un peu le problème, c'est que l'école, elle est censée organiser une juste compétition pour que le mérite se révèle et elle n'arrive pas à remettre les compteurs à zéro. Hein, les élèves sont déjà, on le sait, très inégaux dans les prérequis quand ils abordent l'apprentissage de la lecture et elle a beaucoup de mal à remettre les compteurs à zéro. Et ce qu'on voit après, c'est que les élèves qui sont faibles à l'entrée pour différentes raisons, les élèves de milieux favorisés arrivent à rattraper un peu et pas les élèves de milieux défavorisés. Donc, pour rattraper, il faut une aide particulière. Donc, je pense qu'une aide différenciée bien plus musclée pourrait être mise en place tôt, comme le font certains pays étrangers, la Finlande, etc. Mais bon, il ne faut pas magnifier la Finlande non plus, pour arriver à compenser ce qu'on observe dès les premiers niveaux. Alors, ça tombe très bien, votre remarque finale, parce qu'on avait des questions qui portaient sur la comparaison internationale. Et on va terminer par ça. Donc, un élève de TES, d'ailleurs, de Rabat, donc on le salue au passage. Donc, il doit arriver à penser en dehors de l'Hexagone, c'est intéressant. Il a deux questions. Il y a une première question, il nous parle, donc Camille Penny, dans le destin au berceau, on a d'avoir lu ce livre, parle du système nordique de formation continue. Et en même temps, donc, il a une deuxième question. Donc, est-ce que on parle beaucoup de l'exemple en fait de certains pays scandinaves. On parle souvent de la Finlande aussi, mais peut-être aussi d'autres pays scandinaves. Et deuxième question sur les enquêtes PISA qu'on a évoquées. L'enquête PISA donc, qui évalue encore une fois les compétences à 15 ans pour des élèves qui sont dans les pays de l'OCDE, dans des pays plutôt riches. Montre en fait que la France se situe moins bien que l'Allemagne en termes de résultats, malgré le fait, alors ça m'étonne un petit peu, mais c'est ce qu'il dit, que l'Allemagne serait plus inégalitaire. Bon, la France fait partie des pays les plus inégalitaires, il me semble. Et malgré le fait que la France consacre un effort budgétaire plus important que l'Allemagne à l'éducation. Alors, comment expliquer ces écarts, par exemple, entre la France et l'Allemagne, entre des pays relativement comparables? C'est vrai qu'avec la Finlande, il y a toujours cette question de savoir si on peut vraiment comparer l'exemple finlandais avec l'exemple français. Bon, un premier point qu'on peut dire, si on regarde les enquêtes PISA qui sont bien élargies au-delà de l'OCDE, maintenant, il y a des pays très variés, il y a le Pérou, il y a c'est que globalement, le niveau de richesse du pays va jouer. Bon, c'est un premier point qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que dans les pays pauvres, les élèves sont d'un niveau bien moindre. Il faut quand même le dire, on est dans le club des pays riches et au sein des pays riches, moi je parle des pays de l'OCDE, on se tient dans un mouchoir de poche par rapport à ce qu'on observe à l'échelle de la planète. Ceci étant dit, alors ce qui va jouer pour expliquer ces différences de relations entre appartenance sociale et résultats, c'est beaucoup ce que j'évoquais pour terminer, c'est l'emprise des diplômes sur ce qu'on devient dans la vie. Vous savez, un pays comme la Suède, sortons de la Finlande, les syndicats ouvriers ont milité pour qu'on ne donne pas trop d'importance aux diplômes dans l'insertion et la carrière professionnelle, parce qu'ils soulignaient, si tout est joué à l'école, ça va entériner des inégalités sociales. Et effectivement, en Suède, la relation entre les diplômes et l'emploi est moins serrée que chez nous. Ce qu'on a appelé avec du B l'emprise des diplômes est plus faible. Et là, il y a moins d'inégalités sociales scolaires. Pourquoi? Parce que l'école est moins instrumentalisée pour se placer dans la vie. Nous, les inégalités sociales qu'on voit à l'école, elles sont tirées par le fait que les parents, à tort ou à raison, mais plutôt à raison, pensent que hors du diplôme, point de salut. Donc, donner moins de poids
à la formation initiale au titre qu'on a à 20 ans et plus de poids à la formation continue, qui effectivement est beaucoup moins développée chez nous que chez nombre de nos voisins, est une voie pour réduire les inégalités de destin, pour reprendre le terme de Camille. Hein. Voilà, donc ça c'est une voie effectivement, moins de poids au diplôme initial et plus de possibilités de rattrapage, hein, parce qu'il peut se passer tas de choses à 15 ans, vos parents divorcent, vous plantez à l'école, ben, vous n'avez pas de raison de porter ce poids-là hein, toute votre vie. Il faut qu'il y ait des possibilités de seconde chance. Mais c'est vrai que dans notre pays, elles sont très rares. J'avais été très frappé par un livre de Philippe Diribarne qui s'appelait La logique de l'honneur et qui comparait le rôle des diplômes en fait à des titres de noblesse en France hein, qu'on trimballe toute notre vie. Juste un mot aussi très rapide sur un aspect quand même très important dans les comparaisons internationales, c'est le fait que pendant longtemps, la France consacrait finalement peu de moyens aux primaires par rapport aux autres pays. Et donc, c'est effectivement important. Le destin au berceau, le titre de Camille Peuilly, on peut le transformer un peu. Le destin, il se joue aussi à l'école primaire. Et donc, c'est extrêmement important de mettre beaucoup de moyens dans le primaire, sans forcément en enlever dans le secondaire. Mais en tout cas, c'est une dimension qui est essentielle pour comprendre les inégalités, en plus de tout ce qu'a évoqué Marie Durubella. Alors, on va devoir s'arrêter là parce qu'on a tous des obligations après. Et je voudrais aussi préciser que quand on regarde les statistiques de l'OCDE, la part des dépenses d'éducation dans le PIB en France a reculé depuis 10 ans. Donc, elle a légèrement reculé. Et donc, c'est une vraie question de savoir, alors que le nombre d'élèves a augmenté. Donc, c'est un facteur, mais évidemment, ce n'est pas qu'une question de moyens. On sait bien qu'il y a une question structurelle et d'organisation de l'école et des pratiques. Et toute cette réflexion est absolument nécessaire. Mais il y a aussi cette question qui est en arrière-plan. Je sais pas si, En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup, Marie Durubella. C'était très, très clair. Merci, Philippe, aussi, pour tes apports personnels. On a donc d'autres rendez-vous pour le printemps de l'économie, dont un sur l'école jeudi prochain. Jeudi prochain, on va se poser la question de savoir si la rentrée de septembre 2020 ne va pas être un grand chamboule-tout à l'école, compte tenu évidemment des incertitudes sur l'accueil des élèves, sur le travail des enseignants, mais aussi sur la place du numérique, dont on a vu un petit peu ici en filigrane les effets parfois inégalitaires et aussi déstabilisants pour les apprentissages. Et d'autres événements à venir et d'autres événements qui peuvent concerner aussi la jeunesse. Donc, puisque vous êtes à Dijon, on fait un événement sur l'économie du vin, le marché du vin dans la turbulence, mais qui permet de très bien illustrer beaucoup de dimensions du chapitre sur le marché pour les lycéens, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Pierre-Pascal, peut-être. Oui, ben merci à Marie, merci à Philippe, ça a été très clair. Je pense que les enseignants qui vont réinvestir ce e-café dans leurs cours à distance vont avoir plein de questions des élèves, vont pouvoir réinvestir un petit peu ce contenu. Donc, merci pour la clarté et la richesse des propos. Merci Rémi d'avoir annoncé le programme pour les e-cafés. Et puis, n'oubliez pas qu'au mois d'octobre, on se retrouve en vrai, en chair et en os. En tout cas, croisons les doigts. 4 jours d'économie, de sociologie, de sciences sociales, de pluralisme, de pluridisciplinarité à la 8e édition du Printemps d'économie, guerre et paix, du 13 au 16 octobre. Merci à tout le monde. Merci à tous, à bientôt et désolé pour les questions qu'on n'a pas posées. Donc, il y avait beaucoup de questions. Bravo à tous en tout cas pour toutes ces questions très pertinentes. Bravo.